Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Autour de moi pour vous informer, Anna Aguirre qui revient parmi nous avec une nouvelle chronique. Bonsoir Anna, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Je suis très contente d'être là ce soir et je vais vous parler du film ce soir. Ouais, je suis très heureux aussi de vous avoir avec moi. Bonjour à Fabien Sordet qui a décidé d'être fidèle à Homo Micro durant cette 17e saison dans Prends garde à toi. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous, bonsoir aux millions d'auditeurs qui nous écoutent ce soir. Merci. Alors, le thème de ta chronique, en 2 mots. Écoutez, je suis retombé ce week-end sur un bêtisier. J'ai répondu pendant 7 ans à SIDA Info Service à la fin des années 90, au début des années 2000, et je suis retombé sur un bêtisier de l'année 2001. C'était évidemment pas des moments très rigolos, mais il y avait quand même des choses rigolotes, vous allez voir. Fin des années 90, ce sont les 2 chroniqueurs suivants que je vais présenter. À l'époque, ils avaient 3 ans. Fidèles, ils le sont depuis qu'ils ont rejoint notre équipe la saison dernière. Salut à David Alphen pour sa chronique LGBT+, série télé. Ça va ? Oui, tout à fait, Brahim. Ce soir, je vais vous parler série télé sous un angle un peu différent de d'habitude. Et je suis d'ailleurs très heureux de partager cette émission avec ma co-chroniqueuse pop culture queer, oui. Anna, pour la première fois de cette saison. Pour sa chronique LGBT+, série TV, mais non, pour sa chronique LGBT+, c'était bien avec toi, je voulais dire. Et nous sommes avec Étienne Bonfeu-Femme, LGBT. Bonsoir Brahim. Il fallait pas faire d'hésitation et j'en ai fait, mais pas là où je fais habituellement des petites hésitations de con. C'était plutôt volontaire. Comment ça va ? Très bien Brahim. Quoique avec Facebook qui est tombé et le fait que j'ai pas encore trouvé de livre à vous présenter ce soir, ça va pas si bien que ça, mais bon, on verra tout à l'heure. Si j'ai rien à vous raconter, je vais vous parler de mon chien. Très bien. Il peut y avoir ton chien qui s'appelle Oreo. C'est mignon. Les gâteaux Oreo. Ouais. Fabien ? Brahim, je t'adore parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, 20 ans que tu es régulièrement à côté de la plaque sur les émissions. Pas plus, pas moins, toujours pareil. C'est ta marque de fabrique en fait. J'adore. Merci. Et heureusement que le duo des réalisateurs qui sont avec nous en face de nous vont bien nous monter et vont effacer tous les blancs. Très bien. Et aux manettes, le grand remplacement. Amy, bonsoir, comment ça va ? Bah écoute Brahim, ça va très bien, je suis contente de vous voir tous de bonne humeur. Et oui, s'il y a trop de blanc, on coupera l'émission, elle fera 20 minutes 30 à peu près, oui. Trop de blanc, sauf avec moi. Et Nathan. Alors, je précise que tout ça va être laissé au montage. Hein. Oui, non. Si. Attends, il faut avoir un peu de fun au niveau de l'émission et pour que les auditeurs aussi puissent comprendre un peu, que ça soit marrant. Merci à vous deux. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous enchaînons donc, comme vous l'avez compris, avec notre ami Étienne pour sa chronique. LGBT. Tu vas nous choisir donc quel livre ce soir ? Vraiment, dis-nous. Alors, il faut que je te raconte ma vie, Brahim, pour que tu comprennes pourquoi ce soir, je ne vais pas te proposer la lecture d'un livre. Je ne vais pas te sortir l'excuse du chien qui a bouffé tous mes livres et qui m'a empêché d'en lire un pour vous ce soir. En quelques clics sur mon compte Instagram et je serai démasqué, quoique ce soir, c'est un peu compliqué. Mon chien est un carlin, et un carlin, ça ne bouffe pas, ça lèche. Je ne vais pas non plus essayer de noyer le poisson. J'ai déjà essayé, mais ces petits vauriens respirent sous l'eau. Alors voilà, c'est ma 8e chronique et je vous ai déjà parlé de 3 livres pour jeunes adultes, 3 romances, le livre qui m'a fait entrer dans la littérature LGBT, Portrait détaillé qui est hors catégorie et Kems il y a 2 semaines. Je voulais donc ce soir détacher cette chronique des autres pour que nos fidèles auditeurs ne m'identifient pas comme un lecteur de romances ou de livres pour jeunes adultes exclusivement. Je précise, j'aime cette littérature et je n'ai aucune honte à en parler, mais je lis autre chose. Et pour correspondre à la diversité de nos auditeurs, je voulais vous proposer un livre différent. Après ma dernière chronique, je désirais présenter un livre qui constituerait le pendant de Kems. Même si le roman de Joan Zarca dispose de lumière ici ou là dans son obscurité, je voulais proposer une œuvre littéraire qui montre une image heureuse du sexe. Et je suis tombé en dépression. Ça n'existe pas. Bien sûr, il y a les livres pornographiques, mais non seulement ils ne m'intéressent pas, mais ils n'entrent pas non plus dans mon cahier des charges.
Et je dis cela sans jugement de valeur pour ce genre qui plaît à de nombreux lecteurs et que je respecte évidemment. Mais les livres que je conseille doivent selon moi apporter un regard intéressant sur le monde ou le sujet qu'il aborde. Hormis la beauté d'un corps nu ou des scènes jouissives, je n'estime pas que la littérature pornographique puisse me correspondre. Bien sûr, chers auditeurs, si vous avez des contre-exemples, je suis prêt à les entendre. Quel livre ai-je donc envisagé de vous proposer ce soir ? Il y a eu Un incident mineur de Léo Fourier. Ce roman est un de mes préférés. Outre qu'il m'a fait réaliser ce qu'était le style puis découvrir le mien, il décrit parfaitement la sexualité d'un gamin de 16 ans dans les années 2010. Il y a eu Un coup d'un soir de Mathieu Berman qui raconte son histoire avec Marin, ce garçon qu'il a rencontré sur Instagram et avec qui il aimerait coucher. Malheureusement, lui est en couple et ce garçon habite à l'autre bout de la France. Il y a eu Ici commence la nuit d'Alain Guiraudy, l'auteur de L'inconnu du lac, qui nous présente la dégringolade d'un homme guidé par sa libido. Il y a eu L'amant fantasmatique de Guy Bordin, qui nous plonge dans une histoire homo-érotique dans les années 80. Il y a eu Good Boy d'Antoine Charbonneau de Mers, prix du roman gay 2020, roman d'apprentissage d'un garçon de 19 ans qui découvre la sexualité homosexuelle dans une grande ville. Il y a eu Trix de Renaud Camus, qui nous narre ses plans cul dans les années pré-sida. Alors pourquoi tu n'as pas choisi tous ces livres que tu viens d'évoquer Parce qu'ils n'ont rien de lumineux. Toutes ces histoires présentent le sexe de manière sombre. Viol, drogue, prostitution, meurtre, abus de position dominante, détournement de mineurs, adultère. Un vrai reportage de Bernard de la Villardière. Après Kems et le chemsex, je voulais donc aborder un sujet lumineux. Mais notre littérature gay est toujours compliquée. Je ne vous parle même pas des Nuits fauves de Cyril Collard, de Guillaume Dustan ou d'Hervé Guibert. Sida, sida, sida. Je suis en train de lire Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui d'Arthur Dreyfus. Alors pourquoi ne pas parler de ce livre, me diras-tu ? Pour 2 raisons. Tout d'abord, je ne l'ai pas terminé. Après 4 mois, j'en suis à peine à la moitié, c'est-à-dire à la page 1300. Et il y a 2300 pages. N'exagère pas quand même. Donc, pas assez pour pouvoir vous en parler. De ce que j'ai lu, est-il lumineux ? Non. Ce garçon qui couche à droite et à gauche ne présente pas sa vie sexuelle comme lumineuse, mais comme une addiction dont il ne peut se départir, avec l'angoisse des MST, IST et IST, la culpabilité judéo-chrétienne, il est en couple, le détournement de mineurs qui flotte et le chemsex qui viendra plus tard. Alors je me suis retrouvé face à une interrogation, une angoisse, une inquiétude. Pourquoi le sexe gay est-il si sombre ? Est-ce à cause de notre culture judéo-chrétienne ? Le sexe serait sale par nature ? Est-ce parce que nous avons honte de nos kinks ? Il faut faire l'amour dans son lit le mardi et le jeudi soir, c'est tout. Est-ce que parce que ces 40 dernières années sont marquées par le poids du sida et cette culpabilité imposée à la communauté gay d'avoir contaminé des millions de personnes ? Est-ce parce qu'un auteur est toujours un artiste torturé et que même s'il existe vraiment des gens heureux, ceux-ci ne prennent pas la plume pour raconter leur vie belle et lente comme un long fleuve tranquille ? Est-ce parce que notre histoire a été marquée par la violence dès son origine ? Par exemple, le harcèlement que j'ai vécu par des garçons de mon âge quand j'étais en primaire qui grimpaient sur les WC à côté des miens pour me traumatiser à coups de chasse d'eau intempestive alors que j'étais assis sur le trône. Pourquoi ? Parce que j'étais différent. Par exemple, les commentaires vifs des garçons populaires du collège concernant mon regard qui traîne dans les vestiaires et cette angoisse ensuite de lever les yeux trop haut au-dessus de leurs chevilles. Par exemple, l'adulte qui me vole ma virginité quand je dors ivre-mort à 17 ans dans le lit d'une amie, ou la procureure qui me fait croire que non, ce n'était pas un viol. Je suis gay, alors un homo qui se fait prendre par un autre homme, c'est plutôt logique, non ? Mon cas n'était pas une affaire suffisamment facile à gagner pour que la justice déjà encombrée y accorde le temps et le sérieux pour la mener à son terme et permettre à un gamin de 17 ans de se construire sur de bonnes fondations. Affaire classée, je suis devenu écrivain. Par exemple, les traitements d'urgence post-exposition successifs qui a émaillé ma vingtaine avant l'arrivée de la PrEP. Oups, j'ai oublié. Oups, j'avais la flemme. Et 28 jours de cacheton et d'abstinence. Voilà, Brahim, j'ai cherché un livre lumineux qui parle de sexe, mais il n'existe pas. Tu vas me dire, promo numéro 1, que j'en ai écrit un sur le sujet. Il se veut en effet lumineux, mais spoiler alert, le titre est « Tuer le bon gay ». C'est encore sombre, même si le sexe que j'y présente se veut déculpabilisé et sans honte. Sans honte, vraiment ? Je n'ai qu'une crainte, c'est qu'un jour ma mère m'appelle et me dise « Étienne, j'ai lu ton livre et j'ai quelques questions pour toi. » #vie de merde ou vie de gay. Voilà pourquoi ce soir, Brahim, je ne vais pas te proposer un livre, mais si le sujet t'intéresse, promo numéro 2, tu trouveras la critique de tous les livres que j'ai cités sur mon site lgbtech.fr et puis des photos de mon chien sur son compte Instagram, Oreo Popochon. Passionnante vraiment cette chronique. Alors, pour ma part, donc tu parlais de faire l'amour le mardi et le jeudi. Moi, c'est le premier jeudi de chaque mois. D'accord. Non. Vivement jeudi alors. Vivement jeudi. Passionnante vraiment ta chronique. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment ? Alors, si tous les livres que tu as évoqués en début de chronique, tu penses que c'est vraiment tout sombre, la vie de gay est toute sombre,
tous les livres qui sont écrits autour du sujet de l'homosexualité, être gay, tout ce que tu as évoqué, tout est sombre pour toi? Vraiment, t'es déçu vraiment par la littérature gay, oui ou non? Non, sinon c'est plutôt lisse à mon goût, c'est de la romance qui aborde très légèrement la question de la sexualité. Et là, c'était vraiment, je voulais prendre l'angle de la sexualité, qu'est-ce qu'on raconte sur le sexe homosexuel. Et il y a toujours un aspect sombre. Ça t'a fait réagir, je te voyais attentif. Très bien. Non, je trouvais que c'était intéressant, mais il y a pas de comédie. Moi, je lis pas. On sait, c'était le désespoir d'Éric Garnier. Ouais. Je lis pas, donc j'ai pas de référence à donner. Mais dans les films, il y a des films dramatiques, mais il y a aussi des comédies. Il n'y a pas l'équivalent en livre de livres gays, sympas, rigolos, où il y a du sexe comme partout, mais pas sous un angle noir. Je suis surpris de ça. Si, bah, t'as des comédies romantiques comme Boyfriend Material que j'avais déjà évoqué, mais ça aborde pas vraiment la question de la sexualité. Souvent, c'est des romances qui sont écrites principalement pour des publics féminins. Et dans ces cas-là, en fait, le sexe est juste abordé, c'est un petit bisou par-ci par-là et c'est tout, quoi. Je parlais pas de romance, je parlais de comédie. Je parlais de livres un peu drôles et sur la vie de tous les jours où il y a du sexe, mais pas forcément empreint d'une noirceur particulière. Tu vois. Bah, il y a toujours la noirceur quelque part, quoi. Ou de la culpabilité. Ah oui. Sinon, après, c'est vraiment de la romance comique. C'est vrai que tu parlais des films, et sur les films qui parlent de sexe et qui parlent d'homosexualité, c'est vrai que c'est très souvent très sombre. Et c'est très très rare d'avoir une histoire comédie, comme tu disais. Même genre aujourd'hui. Bridget Jones, tu vois, au départ c'était un bouquin, ça. Oui, mais il doit bien avoir des équivalents gays, non? Je suis pas sûre. C'est vrai, c'est intéressant. Oui, il y en a eu, mais c'est la romance toujours. Même si Bridget Jones, c'est pas vraiment connu pour le sexe non plus. Bridget Jones, c'est pas la bibliothèque rose non plus, c'est la vie de tous les jours. Je sais pas, romance, j'y vois quelque chose de péjoratif, mais c'est peut-être moi. J'y vois quelque chose de très bibliothèque rose, très édulcoré. Non, t'as des romances où il y a des scènes de sexe, évidemment, mais le sexe, c'est pas le cœur du sujet. Tu vois, comme Chemsex, Chems de Joan Zarka, où tu rentres vraiment dedans et on va raconter une sexualité différente de l'hétéronormé. Et là, c'est toujours sombre. Ou même si c'est pas sombre, t'as toujours une part de culpabilité. Je ne devrais pas faire ça. Qu'est-ce qu'on dirait si on me voyait, ou voilà. David? Non, mais effectivement, je rejoins Étienne dans le sens où dans toute la fiction LGBT, le cinéma, les séries, la littérature dont on parle beaucoup depuis quelques saisons, il y a effectivement une vraie récurrence de sujets misérabilistes. Le coming out, c'est compliqué, l'homophobie, le suicide, et encore plus quand on aborde le sexe. On aborde souvent le sexe sous un angle de culpabilité, c'est compliqué, malheureusement d'abus sexuels, parce que c'est aussi une réalité. Mais effectivement, un sexe célébré, plus festif, plus joyeux, plus dans la comédie, comme tu viens de le dire également, c'est quelque chose d'assez rare, et que même au cinéma, il y a des films tout bêtes, comme des American Pie, que toute une génération dans les années 90 ont vu, la première relation sexuelle, c'est la pression, tous les gags qui vont autour. C'est assez rare, justement, ils ont dû faire une parodie gay d'American Pie, la parodie d'un film qui était déjà une comédie qui s'appelle Another Gay Movie, pour aller là-dedans, mais il a fallu être vraiment déconstruire un film, et surtout on récupère le scénario d'American Pie pour avoir notre version à nous, mais créer nous-mêmes une comédie, ou alors ça va être dans le cinéma des choses très très indépendantes. Et je pense que la littérature c'est pareil, on va peut-être trouver des choses en festival écrites, mais effectivement souvent des œuvres écrites par des femmes pour un public féminin, même si c'est des hommes entre eux. On retrouve un peu finalement le fantasme des hommes qui aiment bien voir, le hétéro qui aime bien voir deux femmes ensemble, et bah finalement il y a un public féminin qui aime aussi voir deux hommes ensemble, et qui eux vont écrire des choses un petit peu plus légères, mais ça reste quelque chose de niche. Nathan, un commentaire, est-ce que tu trouves que tout est sombre? Oui, enfin tout est sombre, mais j'avais aussi une question pour toi, Étienne. Tu mentionnais du coup un livre qui était devenu le livre, il a eu prix de livre gay 2020. Oui. Et est-ce que du coup quand est-ce que ça se déroule du coup les cérémonies par rapport à ces livres? La prochaine, c'est le 12 novembre au centre LGBT de Paris à 19h. Ok, donc du coup on va suivre ça. Tu pourrais peut-être aussi nous faire un débrief des différents livres. Ouais. Ok, très bien. Je suis sûr qu'un jour tu finiras par écrire un livre que tu attends. Hein? Ah bah tout à fait. C'est en préparation. Ouais. Hein? Pas encore. D'accord. Très bien. Et un deuxième livre, le prochain ce sera certainement ça, et quelque chose autour de l'église. Tu as fait ta communion? Oui. Tu as communié? Tout à fait. Donc tu as des choses à dire par rapport au prêtre? Bien. Non. Il faut répondre maintenant.
Il y a des choses à nous dire ce soir. Non. Et à nous. Lundi prochain, certainement. Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. On enchaîne avec la musique, Nathan. Oui, effectivement. Et pour cette musique, je me disais, étant donné que la chronique fait appel notamment à un sentiment du côté sombre ou plutôt quelque chose d'un peu triste, je me disais, il faut prendre quand même une chanson qui montre, on va dire, le désespoir et un appel à un changement. Et donc, bon, l'artiste n'est pas censé faire ça de base. C'est plutôt un groupe de métal de base, cet artiste. C'est Gojira, d'ailleurs, un de nos seuls artistes métal en France, qui sont très connus à l'étranger. Et du coup, il y avait une chanson sur leur dernier album qui était justement, qui correspondait un peu à ce désespoir-là et que je voulais passer ce soir, qui s'appelle The Chant. Et voici en tout cas cette magnifique chanson que je vais vous passer.
Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous passons à Fabien Sordet, prends garde à toi. Alors Fabien qui est habillé, vêtu de tout en cuir en fait, après avoir écouté cette musique. Je suis sûr que c'est un truc qui te va bien. Non, tout en cuir j'aime bien, mais la musique c'est pas trop mon style. Ouais, mais tu vas finir par aimer, tu verras, maintenant que tu connais Nathan. Prends garde à toi. Le bêtisier. Oui, alors comme je disais, dans les années 90-2000, je répondais à SIDA Info Service. On était une dizaine de personnes, c'était en open space, et tous les soirs, on répondait à toutes les questions qu'il pouvait y avoir autour du VIH. Moi, je me souviens d'une question que j'avais eue d'une petite fille qui disait « Si j'attrape le sida et que je le refile à mon cousin, est-ce que je le garde ?» Je trouvais ça très mignon. Et alors... Donc du coup, il y en a eu beaucoup et je vous en ai... Alors, je ne sais pas où sont tous ces cahiers. Il y en avait un par année et une fois, j'en avais shippé un que j'ai rendu, mais où j'avais noté tout ce qui avait été fait. C'était en 2001. Et donc là, je vous ai sélectionné une vingtaine de phrases que je trouvais plutôt marrantes. Alors, il y en a un homme qui appelle et qui dit « Moi, j'ai des rapports avec des hommes, mais je ne suis pas homosexuel, juste sexuel. » Ma sœur m'a dit que sida, ça voulait dire sexe introduit dans l'anus. Ça, c'était une petite fille qui avait appelé. Un homme qui dit « On ne trompe pas sa femme quand on va voir les PD. C'est comme si je trompais la viande en mangeant du poisson. » je vous laisse... Un autre qui dit « Je suis suivi par un psychiatre avec un traitement. Avant, je n'avais des rapports qu'avec des prostituées, mais depuis que j'ai arrêté le traitement, j'ai des rapports avec des travestis. Est-ce que je dois reprendre le traitement pour aller mieux ?» C'est fort. Tout ça est complètement vrai, j'y étais, je peux vous dire, c'est des vrais... Donc on ne rigolait pas tous les jours, mais de temps en temps, vous voyez qu'il y avait quand même des trucs... Mon mari a écrasé un moustique et m'a mis le doigt dans le vagin. Le moustique aurait-il pu me contaminer ? Alors ensuite, j'ai un monsieur qui appelle, qui dit « J'ai violé une femme et je crois que j'ai attrapé le sida. » Ok, c'est peut-être pas... On m'a fait une prise de sang dans le bras droit la semaine dernière. Le test était négatif. Je l'ai refait cette semaine. On m'a piqué dans le même bras. Mais est-ce que ça fausse pas le résultat ? Peut-être qu'on aurait dû faire dans l'autre bras. Alors, je suis à moitié hétérosexuel, à moitié homosexuel. Puis un peu plus tard. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis un peu toxicomane aussi. Non. Un jeune homme de 17 ans qui nous appelle et qui fait « J'ai fait un rêve cette nuit. Je faisais l'amour avec une fille et j'ai joui dans mon rêve. Au réveil, j'avais du sperme sur moi. Je voudrais savoir si je peux être contaminé par le sida. » On avait beaucoup de choses comme ça, de personnes qui pouvaient s'auto-contaminer, en fait. Est-ce qu'il y a un risque quand on met le doigt dans le vagin d'une fille ? Vous savez, là, pour le chauffage. Ouais. Non. Si une personne séropositive se masturbe dans la mer, est-ce qu'il y a un risque pour les poissons ? Alors après, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, celle-là, elle est... Hier, je suis allé dans un lavomatique pour laver mon linge et j'ai vu, c'était une dame de 48 ans dans le 92 qui avait appelé. Et j'ai vu que toutes les machines étaient occupées par des noirs, mais vraiment... toutes les machines avec que des noirs. Alors comment on entend dire que ça vient d'Afrique, le sida ? Du coup, je suis reparti chez moi sans laver mon linge. Ah mon Dieu. Ça va faire plaisir à Zemmour. Une femme de 52 ans. Et ça aussi, je suis toujours surpris de la méconnaissance qu'on a de son corps, et peut-être plus les femmes que les hommes, je ne sais pas. On a des femmes qui pourront nous dire. Une femme de 52 ans, quand on urine, elle a quand même 52 ans. Ouais. Quand on urine, est-ce qu'on urine par le clitoris ? Non, parce que j'ai jamais regardé mon vagin de ma vie, et quand j'écarte les lèvres, je soulève le clitoris, il y a un petit trou. Est-ce que c'est normal ? Ensuite, j'ai des morpions et le résultat me montre une baisse des T4. Est-ce que c'est les morpions qui mangent mes T4 ? Je vous appelle pour vous avertir qu'un gynécologue dans Lyon se sert toujours du même droit pour faire des examens gynécologiques. Est-ce qu'il y a un risque ? Ils se lavent au moins entre-temps. J'espère pour eux, j'espère. Ouais. J'ai eu 2 rapports avec mon nouvel ami. Lors du premier, il y avait du sang dans le préservatif. Question qu'on lui pose du coup, mais est-ce qu'il y avait une plaie sur le gland ? Et la réponse est je n'ai pas regardé, on ne se connaît pas assez. Ah bravo. Une jeune femme de 26 ans. On a encore 2 minutes ? Oui, bien sûr. Une jeune femme de 26 ans. Moralement, je vais mieux que depuis que mon psy est en vacances. J'adore. Elle est toute bête, mais j'adore. De toute façon, je ne risque rien. Je pisse tout de suite après et je nettoie ma queue avec du Dacryl. Quelquefois, je la laisse même tremper, donc je ne cours aucun risque. Ça, c'est intéressant, vous savez, parce que c'est pas complètement idiot. On s'est rendu compte qu'un des moyens de limiter les risques, c'était effectivement tout de suite après le rapport sexuel de se nettoyer et d'uriner. Évidemment que ça ne remplace pas un préservatif ou une PrEP, mais la durée de contact avec le liquide contaminant compte. Donc si on se nettoie et qu'on fait pipi juste après, ça peut limiter.
Alors, on avait aussi des choses qui étaient complètement... On avait, dans la même soirée, hier soir, j'ai eu une relation très particulière. Alors là, on s'attend au pire. Ma langue est entrée au contact d'un vagin. Voilà, c'était ça, le truc très particulier. Et puis un peu plus tard, un homme de 35 ans. Alors, je vis avec un homme, il me pratique régulièrement du fist-fucking. On a fait ça tous les soirs, et puis maintenant, il peut passer demain. Est-ce qu'il y a un danger pour moi au niveau de l'utérus ? On ne voit pas trop le truc, mais il a mes connaissances... Est-ce que vous êtes avec un partenaire stable ? Ça, c'était la question de celui qui répondait au téléphone. La réponse, non, on change très souvent de position. Très instable, mais c'est bon. Alors, ensuite, ça c'était sur Minitel, parce qu'on répondait aussi via Minitel. J'aime sucer les chiens et qu'ils me giclent dans la bouche. Non, parfois c'était chaud, hein. Je vous assure que parfois, surtout qu'on était des jeunes répondants, ouais. Et bon... Si la bête a baisé avec un jeune homme et que le jeune homme est séropositif, quel est le risque de transmission quand on suce et qu'on boit le sperme de l'animal après ? Je vous prie de m'excuser de l'aspect dégueu de cette question, mais j'ai précisément ce problème. Soyons tolérants, merci. Et là, c'est un message de Étienne Bompé-Femme. Pauvre petit Carlin. Non. Oh. Voilà, après, il y en a encore beaucoup d'autres, mais c'était pour vous donner un petit aperçu. Alors, c'est fou, en t'écoutant, après là, il va y avoir un tour de table, mais je me dis, ça mérite à ce que quelqu'un monte sur scène, peut-être toute ton équipe, et de mettre... Il y a des choses à faire, il y a matière, non ? Moi, ce que je regrette, c'est que je n'ai récupéré que l'année 2001. Et il faudrait que je retourne auprès de ceux qui tenaient ça, de voir si on n'a pas les autres années, parce que franchement, il y a de quoi faire quelque chose. Il y a matière à faire, effectivement. Surtout que c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est pas de l'humour, il y a vraiment ce type de demande qui avait été faite. Hein. Effectivement. Il y a du vrai dans tout ça. Qu'est-ce que vous auriez pu dire, vous, par téléphone à SIDA Infoservice ? Ça vous a fait rire, d'ailleurs, là, vous, Étienne ? Ah oui, il y avait des choses marrantes, d'autres un peu moins. Le chien, par exemple. Vous aurez compris pourquoi. Ah, c'est Oreo, là, tout de suite, tu t'es figuré le truc. Tout à fait. J'ai une projection, non, touche pas mon chien. Mon mari, oui, mais pas mon chien. Non, mais c'était compliqué parce que, ceci dit, tu reprends cette phrase-là, et c'était vraiment un des trucs qui étaient les plus difficiles. C'était d'entendre des choses qui étaient la vraie vie de gens, et pour lesquelles il y avait des vraies questions par rapport au VIH, qui étaient... à nos yeux, on va dire peut-être glauquissime, mais on n'est pas là pour juger. C'est ce que dit d'ailleurs ce monsieur à la fin du message. Et donc de garder notre sang-froid, et puis aussi de faire la part, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y avait les deux, entre celui qui avait une vraie question, aussi glauque soit-elle, entre guillemets, c'était une vraie question, et celui qui avait un espèce de plaisir un peu pervers à raconter des choses sordides et à voir comment on réagissait à l'autre bout du fil. Il y avait un peu les deux. Et parfois, on avait tendance on pouvait se tromper et on prenait les choses au sérieux, alors qu'en fait, le mec se foutait de notre gueule et il espérait nous choquer. En tout cas, retrouve tout ce que tu viens de développer là, retrouve et pense à faire soit monter sur scène ou carrément en faire un livre, il y a de quoi se marrer. Moi, je connais on va en faire un truc rigolo. Voilà. Tu vois, du sexe rigolo. On va le faire, ce bouquin. Lumineux avec les chiens. Il y a matière, vraiment. C'était sympa, pardon. Cela dit, pour répondre à ta question, oui, j'aurais pu appeler si j'avais connu. Mais j'étais jeune et un peu au fin fond de la province où moi j'avais pas entendu parler de ce canal-là. Deux choses. Une première où quand j'étais vierge avec mon premier petit copain où lui aussi était vierge et on était absolument paniqués à l'idée de faire l'amour pour la première fois. Mais aujourd'hui je me dis que la capote la première fois ça servait peut-être pas à grand-chose. Mais on était même à sucer capote, tu vois, totalement paniqué. Et plus tard, j'avais 23 ans et je pensais que à 23 ans, j'étais à la fac et tout, et je pensais que une fois, j'avais la flemme de mettre un préservatif, mais bon, quand on est actif, ça craint moins. Pas du tout. Et à 23 ans, tu n'étais plus paniqué. Ça craint moins. Non, j'ai niqué. Ah oui. Non, d'autres réactions, donc c'était assez sympa dans l'ensemble, David. Moi, je retiens beaucoup celui qui était trisexuel, hétéro, homo et toxico. Celui-là était très sympa. Après, je pense qu'effectivement, pour faire augmenter nos audiences sur Instagram, il faut absolument qu'on publie ça en mème. Les gens vont y aller. Là, je pense qu'il faut qu'on en mette certaines parce que c'est incroyable. Il y a des choses très improbables. Mais ça m'a fait poser une question que je me suis jamais posée. Donc là, tu vas pouvoir en rajouter une de ma part sur la liste. Mais effectivement, est-ce qu'il y a une forme de VIH chez les animaux ? Complètement. Complètement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé à trouver. Il y en a un chez le singe déjà, qui n'est pas le même, mais il y a aussi le VIH du chat, qui n'est pas VIH, puisque H c'est humain, mais comment il est pour le chat ? F, je crois, pour félin. Mais bon, il faudra que je vérifie. Mais oui, il y a des VIH dans les animaux qui ne sont pas des VIH transmissibles à l'homme, mais qui existent tout à fait, et qui attaquent le système immunitaire de la même façon. Alors, souvent, ce sont des maladies qui sont plus chroniques, c'est-à-dire que l'animal n'en meurt pas, et il vit toute sa vie avec, il peut le transmettre et ça crée des maladies chroniques mais pas forcément létales. Mais alors c'était super drôle, il y a plein de trucs qui m'ont vraiment fait rire, mais moi
ce qui me choque, qui me rend triste, c'est de voir le nombre de personnes en fait qui connaissent pas forcément leur propre corps. C'est ça. Tu parlais des femmes, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas du tout, que ce soit à l'école, au lycée, quand on fait l'éducation sexuelle par exemple, c'est des choses qu'on voit absolument pas. Et en fait, c'est super triste de voir le manque de connaissances qu'il y a en fait. Mais ça demande un certain courage, je trouve, non ? De se regarder dans la glace, dans son intimité. On a l'impression qu'on nous regarde, qu'on est ridicule. Quand on est seul face à sa glace ? Moi, je trouve, à titre personnel. Moi, je me regarde tous les Et je me dis que, effectivement, ça ne me surprend pas que cette femme de 52 ans, en plus d'une éducation probablement d'une génération un peu antérieure à la nôtre, moi-même étant d'une génération un peu antérieure à celle de certains. Et moi, je suis. Non, mais tu vois, c'était pas évident pour cette femme de 50 ans en 2000. Donc, de se regarder dans la glace, son utérus, son machin, son truc. Enfin, dans la glace, l'utérus, on voit pas bien, mais voilà quoi. Moi, j'avais été marqué par un hors-série de Okapi spécial sur le sexe, justement pour les ados, où tu avais des dessins très mignons pour montrer un petit peu la sexualité, et où il y avait effectivement, ça m'avait beaucoup marqué, une petite fille où on disait prends un miroir et regarde ton organe sexuel et apprends à le connaître. Et ça m'avait vachement troublé. Je me rappelle cette image, je me dis mais pourquoi ? Mais ça sert à quoi ? Je m'étais après renseigné effectivement l'importance qu'effectivement pour vous vos organes sont internes et qu'il y a moins d'évidence pour vous à le connaître. Enfin, tout n'est pas interne, même regarder juste écarter un peu comme dit cette dame, je pense que c'est pas évident et qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont jamais fait, beaucoup de femmes qui ne l'ont jamais fait. Après c'est bien, il y a pas mal de séries qui commencent à aborder le sujet, par exemple Big Mouth sur Netflix. Dans le ton de l'humour, avec en plus c'est du dessin animé, donc on peut tout montrer sans que ce soit vulgaire, et c'est très éducatif et vraiment aussi divertissant. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est intéressant. Ouais. Je sens qu'il va faire dans quelques temps une chronique série LGBT+, Étienne. Un commentaire, Amy et Nathan, avec tout ce que vous avez entendu, c'était assez marrant dans l'ensemble, même s'il y avait des choses... Bon, en soi... Pas trop non plus, mais bon, il y a quelques commentaires qui sont intéressants, d'autres qui sont bien sûr assez rigolos. Et bon, après, moi par exemple, j'ai pas connu ça. Je savais pas, j'étais encore très petit quand ça a commencé, donc forcément dès le début, dès que tu as commencé à parler de ça, moi j'étais en mode c'est quelque chose de nouveau, donc je vais m'y intéresser. Et ensuite, tu m'as fait tout le détail là, de toute la chronique. Et forcément, on a tous rigolé parce que voilà, c'était incroyable. Les anecdotes, elles sont juste géniales. Et puis voilà, c'est vrai que ça serait bien aussi qu'on continue à en avoir plusieurs, d'avoir d'autres années supplémentaires pour qu'on puisse, je sais pas moi, à chaque fois que tu reviennes, Fabien, tu puisses nous faire, je sais pas moi, une chronique avec ça. Ça serait très marrant. Il va revenir avec tout ça. Merci Fabien. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Pour le retour à la musique, cette fois-ci, on va prendre le thème et le nom de la chronique de Fabien, qui s'appelait « Prends garde à toi ». Et donc, je vais reprendre ce mot pour vous faire passer une musique de Stromae qui s'appelle « Carmen ». Il y a ces fameux mots qui reprennent, bien sûr, la Carmen de Bizet dans cette chanson. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument la passer, parce qu'elle correspond à cette chronique. Et c'était mon choix personnel par rapport à ça. On écoute. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. L'amour est enfant de la consommation. Il faudra toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
prends garde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer, moi. Prends garde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Le cercle des chroniqueurs. Aujourd'hui, tu as envie de lancer une nouvelle chronique. C'est ça. Alors d'habitude, je vous parle de séries, de jeux vidéo ou d'animés. Je me suis rendu compte que ça manquait de films. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite chronique spéciale dédiée à ça. En gros, je vais vous présenter un film et tenter d'en faire une petite analyse, peut-être une fois par mois. Je sais pas, je suis pas encore sûre au niveau du rythme. Mais le but, ce sera de vous faire découvrir un film qui m'a marqué et pourquoi il m'a marqué. Donc, vous assistez aujourd'hui à la naissance de la chronique, la Filmo d'Anna. Voilà, c'est une première pour vous. Et pour commencer, je vais vous parler d'un de mes films préférés, Furio, aussi connu sous le nom de Merry Christmas, Mr. Lawrence, pour le titre original. C'est un film dramatique réalisé par Nagisa Oshima, sorti en 1983. Dans la distribution, on peut retrouver David Bowie, Tom Conti, Takeshi Kitano ou Ryuichi Sakamoto, qui est aussi l'auteur de la BO. Donc le film nous raconte l'histoire du major Jacques Sellier, du capitaine Yonoi et de l'étrange relation qui naît entre les deux, le tout dans un climat de guerre et de choc culturel entre deux communautés. En effet, le capitaine Yonoi dirige d'une main de fer un camp de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale en 1942. Respectant les codes du samouraï, il méprise les prisonniers qui préfèrent la captivité au suicide, à l'inverse de la culture japonaise. La tension entre les deux communautés s'accentue avec l'arrivée d'un nouveau prisonnier britannique, Jacques Sellier. Il refuse de se soumettre et se moque continuellement de Yonoi. S'engage alors une guerre psychologique entre les deux pour savoir qui va avoir l'ascendant. Le comportement rebelle de Sellier entraîne un sentiment d'admiration de la part de Yonoi, et cette relation ambiguë qui voit le jour est au cœur du récit. Alors c'est vrai qu'il est possible d'interpréter cette fixation intense qu'a Yonoi pour Sellier. Certains pourront dire que c'est seulement un sentiment d'admiration. D'autres diront que Yonoi se reconnaît en Sellier car les deux hommes luttent intérieurement contre un épisode honteux de leur passé. Oui, il n'est pas dit clairement que ce capitaine japonais éprouve des sentiments pour les hommes, mais l'histoire est écrite de telle sorte qu'il y a des indices du début à la fin. Alors ne vous inquiétez pas, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Je vais juste vous parler de la scène d'ouverture du film et vous allez comprendre ce que j'entends quand je parle d'indices. Le film commence avec un garde coréen et un prisonnier néerlandais qui sont exposés après avoir eu une relation homosexuelle secrète. Un sergent du camp les humilie et pousse même le garde coréen à faire un harakiri. Alors pour ceux qui ne savent pas, le harakiri, c'est un mode de suicide particulier au Japon qui consiste à s'ouvrir le ventre. Il était obligatoire pour les samouraïs après une sentence de condamnation à mort, mais il était également pratiqué volontairement pour retrouver son honneur. Cette ouverture donne dès les premières minutes le ton du film. À travers des petites scènes comme celle-ci, le réalisateur parvient à transmettre la nature des sentiments du capitaine Yonoi. En effet, on comprend ici que les actes d'amour physique et émotionnel entre les hommes de pays et de cultures différentes sont accueillis avec honte et dérision par une société masculine rigide qui désapprouve l'homosexualité. Et encore plus entre deux hommes de deux pays en guerre, à une époque où l'homosexualité était encore criminalisée dans des pays comme l'Angleterre, où à la fin des années 40, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'homosexualité n'était pas du tout acceptée et les héros de guerre étaient stérilisés de force par le gouvernement britannique en raison de leur sexualité.
Tout ça nous permet d'appréhender les réactions des personnages de manière différente et de lire les sous-textes. L'obsession de Yonoi pour Cellier prend alors un autre sens, et c'est pour ça en fait que j'aimais ce film. L'intelligence dont les scénaristes ont fait preuve pour montrer ce désir naissant, et surtout le combat psychologique qui en résulte, que ce soit entre les deux personnages ou bien en eux-mêmes. Parce qu'il faut bien s'en rendre compte, le capitaine est en guerre constante avec lui-même et avec ses émotions qu'il essaye de comprendre. Mais le scénario n'est pas le seul élément qui a été pensé intelligemment. Nagisa Oshima nous offre une réalisation subtile afin de mettre en avant ses sentiments et leur complexité. Par exemple, lorsque le personnage du Major Cellier est introduit lors d'une scène de procès en temps de guerre, qui est supervisée par des officiers militaires, dont le fameux capitaine Yonoi, une connexion s'établit directement entre les deux, comme le montre la mise en scène. Nagisa Oshima met en évidence cette fascination de manière lente, mais croissante, à travers des mouvements de caméra et des gros plans sur le visage de Yonoi, rendant ses désirs visibles aux yeux du public. Oshima parvient également à capturer la beauté immaculée du personnage de Cellier qui apparaît presque comme un ange, habillé proprement et placé dans un cadre formel lors de son introduction, à l'opposé total du début du film, dans le camp des prisonniers, où ces personnages sont montrés en fait avec des vêtements tachés, avec des trous partout. Et tout au long du film, Oshima joue avec ces images et avec le son pour laisser des indices. En fait, la réalisation est à l'image de l'époque. Les relations homosexuelles devaient être cachées. C'est ce qu'il a fait au sens littéral. Il a caché les sentiments de ses personnages. Mais cette tension homo-érotique n'est pas le seul point fort de ce film. Furio est aussi un drame brut et humain sur les prisonniers de guerre. Là où la plupart des films sur ce thème ont tendance à se concentrer sur une tentative d'évasion, Furio préfère explorer les divisions culturelles et le désir interdit. À partir de là, nous explorons les relations inhabituelles et complexes que ces hommes partagent en faisant l'expérience du choc des cultures et de la cruauté. Pour moi, il faut vraiment voir ce film, au moins une fois dans sa vie. Les acteurs nous offrent des performances exceptionnelles et brillantes. David Bowie a supporté son personnage, il laisse derrière lui le chanteur qu'on connaît pour nous offrir une véritable performance d'acteur. Pour la petite anecdote, il a même refusé de faire la BO du film afin de se focaliser complètement sur son rôle. Et il faut également parler du jeu de Ryuichi Sakamoto dans le rôle de Yonoi qui est saisissant. En somme, Furio est un film qui suscite la réflexion sur les relations humaines et explore des sujets brutaux et tabous de manière sensible et humaine. Et voilà, je voudrais juste faire une petite mention spéciale pour la BO qui accompagne les images avec justesse, qui transpose parfaitement les émotions transmises par l'histoire. Et je crois que Nathan nous a prévu justement la musique pour vous la faire découvrir parce qu'elle est vraiment magnifique.
le cercle des chroniqueurs. Et autour de moi, autour de ce cercle, Anna que vous venez d'entendre, merci pour sa chronique, Étienne qui est avec nous, Fabien également à la réalisation, Amy et Nathan. Et tout de suite, nous passons à David Alphen. Alors ce soir, David, tu vas nous parler séries télé LGBT, mais sous un angle un peu inédit. Tu vas nous raconter une décision que tu as prise dans ta façon de regarder les séries le 1er janvier 2018. Oui, à l'époque où Facebook existait encore il y a quelques heures et maintenant il y a quelques années, le 1er janvier 2018, je décide de publier sur Facebook une résolution que j'ai prise. Vous savez, on prend toujours des bonnes résolutions, on va arrêter la clope, on va arrêter je sais pas quoi, qu'on fait jamais. Et cette résolution, d'ailleurs, je l'ai tenue, c'était de ne regarder plus que des séries télévisées dans lesquelles il y aurait des personnages LGBT. Peu importe qu'ils soient principaux, secondaires dans un épisode, même presque figurants ou dans plusieurs épisodes, voire les héros, encore mieux, mais je voulais me reconnaître dans des séries télévisées dans lesquelles j'étais. Donc j'ai publié ce statut sur Facebook en annonçant voilà ma résolution pour la nouvelle année, avec des réactions assez surprenantes, que ce soit des commentaires de personnes homosexuelles, LGBT ou hétérosexuelles, une incompréhension, beaucoup de surprises. Je pourrais d'ailleurs passer 10 minutes à vous lire les réactions très nombreuses que j'ai eues sur mon post Facebook à l'époque. Elles sont aussi passionnantes que parfois révoltantes. Révoltante parce qu'il y a une fausse innocence concernant l'importance de se reconnaître, l'importance des représentations et de l'iconographie. Évidemment, quand on est hétéro, on ne se pose même pas la question, on est partout. On est aussi bien un agent secret, un criminel, un super-héros, un amoureux transi, un vampire, un militaire, j'en passe. Donc finalement, la question ne se pose pas. Donc beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi la sexualité ne change rien au personnage, peu importe, même la couleur de peau. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu fais ce choix-là. Tu vas en plus te couper de beaucoup de séries télé passionnantes. Ce à quoi j'ai répondu à l'époque, oui, mais il y a tellement de séries télé avec des personnages LGBT actuellement que je pense pas finalement, en termes du temps que j'ai, me priver de quoi que ce soit. En plus, j'ai des amis journalistes séries télé qui avaient fait, dont Pierre Langlais, avait fait un article passionnant sur le fait que si un journaliste voulait regarder toutes les séries télé qui sortent, ne serait-ce que dans le monde occident, en regardant 365 jours par an, dans toute l'année, et 24 heures sur 24, tu ne pourrais pas voir l'intégralité de ce qui se fait en séries télé actuellement, tellement le marché est saturé entre les chaînes télé, les plateformes et tout ce qui se fait à droite et à gauche, les web-séries, on en passe. Donc je ne me sentais pas très en danger quant au fait de dire je ne regarderai que des séries télé où il y a des personnages LGBT. Et pourtant ça a fait beaucoup débat, les gens se sont dit mais qu'est-ce que tu vas faire, mais pourquoi, je ne comprends pas. Et j'avais envie je leur ai répondu, je leur ai dit mais écoutez, je veux me reconnaître. Quand j'étais adolescent, que je regardais 10 saisons de Stargate SG1 ou 10 saisons de Smallville, 10 saisons ça veut dire environ 250 épisodes. Et quand dans ces 250 heures de programme, il n'y a pas un seul personnage LGBT, pour moi c'est problématique. Ça ne veut pas dire que encore une fois que je veux qu'un des héros soit forcément LGBT, mais à un moment donné je veux me reconnaître. Pourquoi je ne suis pas là? Pourquoi je n'existe pas? Pour moi c'est extrêmement problématique de ne pas me voir, de ne pas me reconnaître dans une série. Encore plus quand il y a autant de temps à un moment donné. Pourquoi Clark Kent, dans Smallville, n'a pas croisé un autre lycéen qui pouvait être gay ou une lesbienne? Pourquoi dans Stargate, qui est une série sur l'exploration de planètes dans des systèmes solaires lointains, il n'y a pas une planète où ils auraient pu croiser une communauté LGBT ou des gens plus ouverts? En plus, déjà dans Stargate, de toute façon, ils parlent tous anglais sur toutes les planètes, donc déjà on se dit que c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est le jeu de la série télé. Donc j'ai fait ce choix-là, et ce choix-là m'a quelque part effectivement changé ma vie. D'un seul coup, je ne consomme plus que des séries télé dans lesquelles je suis indirectement, dans lesquelles les LGBT sont. Et des fois, les gens disent oui, mais parce que tu veux voir des beaux garçons gays. Non, je me passionne en ce moment à regarder The L Word. Il n'y a que des femmes lesbiennes. Il n'y a absolument aucun personnage gay dans les nouveaux épisodes, et pourtant, j'adore ça. Mais au moins, je me reconnais. J'y suis. C'est une vraie validation. Patrick Ness, l'auteur de Class, la série dérivée de Doctor Who, que certains connaissent sans doute, auteur du film également A Monster Calls, a dit ceci, il a dit « Je ne me suis jamais vu à l'écran quand j'étais jeune. Ça blesse les gens de ne pas se voir à l'écran, vous êtes blessés, on vous dit implicitement que vous n'êtes pas invité à la soirée, que vous n'avez pas votre place. » Alors, quand j'ai réuni mes premières équipes de scénaristes pour mes séries, je me suis dit ceci, sous ma direction, ça n'arrivera jamais, il y aura de la diversité. Et effectivement, c'est très important. Moi, maintenant, je me sens validé, je me sens reconnu. Netflix a d'ailleurs bien compris, ces séries chorales avec des centaines de personnages différents, mais à chaque fois, inclut de la diversité. Comme je disais souvent, ma phrase préférée que Amy avait repris, de la diversité dans la diversité, pour moi, c'est important. Et ce qui fait d'ailleurs que maintenant, quand je vais au cinéma, c'est un peu plus gênant, parce que j'ai décidé de ne pas prendre cette décision-là pour le cinéma. Sinon, je n'irai voir plus jamais aucun film. Mais ça me dérange moins. Dans un film, ça dure 1h30, c'est une fenêtre sur quelqu'un, sur d'autres gens, sur un autre univers. Pas grave si je ne me vois pas. Moi, mon but, c'est justement d'explorer, de voir d'autres gens, d'avoir d'autres expériences, d'autres vies, d'autres sensibilités.
Mais pour une série télé, pour moi, c'est plus problématique. Mais le cinéma, normalement, est quand même un petit peu à la ramasse à ce niveau-là. Quand j'ai recommencé à aller voir des films après le Covid, je me suis dit, en fait, des films où il y a des personnages LGBT, ne serait-ce que secondaires, justement dans des comédies, peut-être des personnages drôles, il n'y en a quasiment pas. Il y a le fameux cinéma gay, qui est un cinéma indépendant en parallèle, mais dans lequel il y a très peu de gens voient. Il y a à chaque fois le film gay dans la décennie ou dans l'année qui déculpabilise tout Hollywood. On a un Brokeback Mountain, on a un été 85, on a un Call Me By Your Name qui sert à dire regardez, on fait bien du cinéma LGBT. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'exister dans le reste. Un petit peu comme cette année, il y a eu un film de Disney qui est sorti, Jungle Cruise, où il y avait un personnage gay secondaire avec un coming out assez intéressant, fait assez finement. Mais voilà, maintenant je fais ça pour les séries télé et j'adore. Je me vois partout, je me vois dans Pause, je me vois partout sur Netflix, je me vois dans plein de séries télé, dans The Other Two, dans énormément de séries, de sitcoms. Et c'est un vrai plaisir pour moi de me sentir validé, j'existe. Et quelque part, ça change un peu mon quotidien. Et je ne regrette absolument pas ce choix que j'ai réussi à tenir. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à Alison Bechdel. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alison Bechdel, qui est autrice de BD et qui avait décidé, elle, il y a quelques temps, il y a maintenant une dizaine d'années, elle avait fait ce maintenant on appelle le test de Bechdel. C'est-à-dire, pour voir si une œuvre était féministe et si une œuvre n'était pas misogyne et sexiste, il fallait qu'elle réponde à 3 critères. La première, c'est que l'œuvre ait 2 femmes identifiables, qu'elles portent un nom, qu'elles aient un prénom, qu'elles parlent ensemble, que les 2 femmes parlent ensemble et qu'elles ne parlent pas que avec des hommes, et que si elles parlent ensemble, elles parlent d'autre chose que du personnage masculin principal ou d'un personnage masculin en général. Et elle s'était rendue compte que beaucoup de films ne passaient pas ce test. Pour le coup, je ne demande même pas à faire un équivalent pour les personnages LGBT, parce que ce serait impossible. Un personnage gay dans une série, ok, mais alors plusieurs ensemble qui en plus parleraient d'homosexualité et de LGBT, c'est un peu compliqué. Même si heureusement certaines séries le font, Sex Education, donc c'est le sujet évidemment, et des séries plus communautaires comme Pause, mais ça reste quand même pas évident. Mais les choses avancent, donc je suis assez content à ce niveau-là. Série de la semaine, David. Eh bien, pour une fois, je vais vous conseiller une série que vous pourrez trouver facilement. Je pense toujours des séries très difficilement trouvables. Pour faire écho à la chronique d'Anna la semaine dernière sur la visibilité bisexuelle à la télé, je vous propose Degrassi Next Class avec Miles, qui est probablement le meilleur personnage masculin bisexuel vu à la télévision ces 10 dernières années. Quand il est avec une fille, il n'en est pas moins proche de son ex qui est un garçon, et quand il est avec des garçons, il n'en est pas moins toujours attiré par les filles. Une série en plus qui aborde beaucoup d'autres sujets profonds avec intelligence et légèreté. À part l'épisode pilote qui est un peu plus faible, la série prend rapidement son envol, donc je vous la conseille. Elle est sur Netflix, ce sont 4 saisons avec 10 épisodes de 30 minutes à voir. Degrassi Next Class. Tout à fait, Degrassi. Bien, alors ça prouve aussi que tu suis les émissions même quand tu ne participes pas, la preuve. Hein. Tout à fait. Merci David. Alors un tour de table. Alors, je te voyais, Fabien, tu as certainement des choses à dire. Ah non, je sais que tu n'es pas série. Comment ? Tu n'es pas série. Ah non, mais on s'en fout. Non. Si d'abord c'est pas vrai. J'adore les séries, au contraire. Non. Ça c'est. Non, et puis je trouve que cette chronique est hyper importante parce que ça va. J'ai beaucoup aimé l'expression on n'est pas invité à la fête. On avait fait une chronique ici dans Prends garde à toi justement il y a quelques années sur les suicides chez les adolescents homosexuels. Ouais. Et les études avaient montré que selon les études, le risque de se suicider quand on est homosexuel adolescent par rapport à hétérosexuel, c'était entre x7 et x13. Donc une surreprésentation de suicide chez les jeunes homosexuels qui était énorme. Mmh. Et les psychiatres avaient essayé d'analyser le pourquoi, en fait, le principal moteur qui pousse ces jeunes à se suicider, et c'était le fait de ne pas être invité à la fête. C'était le fait de ne se retrouver dans aucune représentation autour d'eux, dans la littérature, même quand on parle de Verlaine et de Rimbaud, on n'évoque rien, ou de très très loin. Et puis tous les auteurs homosexuels, ça n'est jamais évoqué. Dans l'Antiquité, quand il y a de l'homosexualité, c'est passé sous silence. Dans l'enseignement, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, de cette BD d'un amour entre 2 poissons qui avait défrayé les chroniques et où des militants catholiques, j'imagine, avaient essayé de la faire supprimer en disant que c'était du prosélytisme. Et le problème, c'était ça, c'est que le fait de ne pas se retrouver à l'écran, dans l'exemple que tu donnes, et de ne pas être représenté de façon générale dans le monde qui nous entoure, c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça l'a été bien plus encore dans le passé, ça donnait à ces jeunes l'impression que, et j'aime vraiment cette expression, ils ne sont pas invités à la fête, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur place, quoi. Ils n'ont pas leur place sur Terre, et voilà là où ça les menait. Donc, merci pour cette chronique. Et moi, je comprends tout à fait cette volonté un peu militante, parce que bien sûr que tu sais qu'il y a des séries super sans homosexuels, c'est pas la question, mais il y a un côté militant, je trouve, dans ta démarche que j'apprécie beaucoup. C'est vrai, merci David pour cette chronique. Anna ? Et c'est vrai qu'on en parle souvent quand on parle de séries, que ce soit toi ou moi, on parle beaucoup de la visibilité de la communauté LGBT. Et c'est vrai que depuis quelques années, ça se
démocratise entre guillemets, et c'est vrai que c'est tant mieux, il faut. Mais là, c'est un combat qui va s'engager avec des décennies et des décennies, même au niveau du scénario. Au niveau des scénarios, il y a des schémas et des clichés qui reviennent. On en avait parlé, le Bury Gaze, par exemple. Le fait que quand un personnage gay apparaît, il meurt au bout de quelques épisodes parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Je ne sais pas, là, je peux me permettre une question pour tout le monde parce que je n'ai pas la réponse. Je me demande s'il ne vaut pas mieux, effectivement, des caricatures type La cage aux folles de Michel Serrault que rien du tout. À une époque, il n'y avait rien. Je crois qu'il vaut mieux encore avoir des homos représentés de façon un peu caricaturale que des homos ignorés. Mais c'est une question, je ne suis pas sûr. Moi, effectivement, à l'arrière, je préfère la caricature à ce qu'on disait en introduction avec Étienne, au misérabilisme. C'est-à-dire, quand on est un jeune homo et qu'on voit que nos seules options, et c'était l'objet de ma toute première clinique d'ailleurs ici, c'est les seules options qu'on a, c'est le suicide, l'homophobie, le sida, le VIH, tout ce qui va avec, le rejet, etc. Ça donne vraiment pas envie. On grandit, on se voit dans la fiction, on dit bah ouais, non, j'ai pas envie d'être gay ou d'être LGBT parce que mon avenir est absolument atroce en fait. Donc il faut peut-être des choses plus légères et peut-être plus sympa, exactement. Au moins, c'est déjà quand même plus léger et plus positif. Ouais. Étienne ? Moi, ça me faisait penser à une discussion que j'ai eue récemment sur est-ce que James Bond pourrait être une femme ? Beaucoup homme ou femme. Non, on ne faut pas déconner quand même. C'est toujours le point qui ressort, c'est James Bond en noir, aucun problème. James Bond en femme, c'est pas possible. Dans ce cas-là, on crée un autre personnage. Et hier, je me suis justement demandé, est-ce qu'un James Bond en homosexuel, ça marcherait ? Et moi, là-dessus, je suis pas totalement convaincu, mais ça fait partie de ces questions-là. Il y a effectivement Ben Whishaw qui fait Q dans les nouveaux James Bond, qui a posé la question est-ce qu'on pourrait pas avoir un James Bond homosexuel ? Et Sarah Michelle Gellar, à l'époque, il y a 10 ans, donc l'héroïne de Buffy contre les vampires, qui avait proposé d'être une James Bond féminine, et ça lui avait été, on lui avait ri au nez. Merci, c'est fini pour ce soir. On vous donne rendez-vous pour la prochaine. À très très vite. On vous embrasse. Merci d'avoir été à l'écoute et merci de m'avoir entouré ce soir, toutes et toutes. Merci à tous. Hey ! Oh non ! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.